trouve ça passionnant de voir les différents types de personnes, justement les personnalités qui ressortent face aux difficultés. Je pense que ça soude beaucoup plus une équipe, le fait d'être dans des conditions difficiles. Ça, c'est tout des situations qui t'imprègnent et justement qui te font grandir et puis qui soudent les gens au sein d'une équipe. Et puis faire partie d'une équipe, c'est aussi ce qui m'anime là-dedans. Eh bien, bonjour Richard. Bonjour Loïc, salut. Bienvenue sur le podcast des Frappés. Avant que j'oublie, un grand merci à Maxime, puisque tu es l'un des invités qu'on a la chance d'avoir avec nous grâce à lui. C'est lui qui nous a mis en relation. Maxime qui était notre tout premier épisode. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et encore merci d'avoir répondu présent pour prendre le micro avec nous, en direct d'ailleurs depuis Montréal. Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir. Si je peux partager quelques aventures avec toi, c'est cool. Alors justement des aventures, il y en a un paquet, il y en a un paquet dont tu vas pouvoir nous parler. Mais je vais pas faire de spoiler, je te laisse peut-être te présenter. Que fait Richard dans la vie? Eh bien, écoute, actuellement, je travaille comme photographe vidéaste d'aventure. C'est comme ça que je gagne ma vie, mais à la base, je suis biologiste. Donc, j'ai un peu orienté mon parcours de vie tout doucement pour rallier un peu toutes mes passions, là, ce qui est le Mmh. plein air et l'environnement. Donc là, tout doucement, j'essaye de m'orienter de plus en plus vers le documentaire à caractère environnemental, mais toujours en liant l'aventure et l'exploration. Et comment s'est fait la transition entre, ton parcours initial et l'aventure professionnelle? Mais écoute, je crois que c'est quelque chose qui a toujours été un peu ancré en moi. Je crois que déjà tout petit, je regardais différents documentaires, que ça soit les Ushuaïa Nature avec Nicolas Hulot, Ouais. où il était toujours dans la nature, dans les grands espaces, avec toujours en explorant continuellement. Il grimpait les montagnes, il faisait du deltaplane, tout ça. Et je pense que ça m'a pas mal inspiré. Et inconsciemment, je pense que c'est resté au fond de moi un peu comme motivation. Donc, poursuivre des études en biologie, ça a été assez naturel parce que c'était vraiment le domaine qui m'intéressait. J'ai toujours été proche de la nature, toujours à parcourir les champs, les montagnes dès que j'avais l'occasion. Puis toujours été très intéressé par aussi la vie des animaux. Donc ça, c'était un peu ma première orientation. Puis à côté de ça, j'ai toujours voyagé, que ce soit en stop, en vélo, à pied, pour vivre des aventures ben, avec des amis. Ça a commencé avec un groupe d'amis auquel on est resté très soudés. On a fait les scouts ensemble quand on était jeunes, puis on a continué à voyager par la suite, à aller en montagne, et puis un peu repousser nos limites continuellement d'année en année. Puis je me suis mis à pratiquer différents sports liés au plein air, que ce soit l'escalade, le kayak, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment être dans les grands espaces. Et donc c'est ça un peu le mixte entre mes études et le plein air a fait que je commence à prendre des photos, que ce soit pour différentes études en biologie sur les mammifères marins. Puis les gens me disaient, bah, écoute, sont vraiment cool tes photos, il faudrait que tu en fasses quelque chose. Et je crois que le côté un peu plus artistique a pris le dessus au fil du temps. Puis je crois que naturellement, je me suis orienté plus vers la capture d'images, la rencontre des gens, puis essayer de partager un peu l'authenticité des relations entre les hommes et entre l'homme et la Mmh. nature, son environnement. Donc, ouais, c'est un chemin qui prend du temps et puis qui se met en place tout doucement, hein. Alors sur ces différentes expéditions, si on a tu parlais de partage et de connexion avec les grands espaces. Si on a une en particulier, que tu voudrais peut-être partager un peu plus en détail, ce serait laquelle? Parce que j'ai sur ton site, il y en a quand même beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, j'ai pas mal bougé. Je crois que chaque expédition, chaque voyage amène son lot d'aventures et de rencontres. Ouais, Après, bah, il y en a qui sont un peu plus notables que d'autres. Bah, je pense par exemple à un coup de pagaie pour le Saint-Laurent. Donc, c'est une expédition que j'ai organisée sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, j'ai parcouru l'entièreté du fleuve en kayak, de la source à l'embouchure, donc de Kingston dans le lac Ontario jusque Gaspé, dans le golfe du Saint-Laurent, ici au Québec.
Donc c'est une aventure de 1400 kilomètres en kayak qui avait pour but non pas l'exploit sportif, parce que j'ai aucune prétention de, de, de réaliser une performance qui n'a jamais été réalisée, mais c'était plus dans l'idée de valoriser le fleuve dans son entièreté. Ça permettait un peu d'aborder différents sujets. Donc toute l'expédition a été organisée pour qu'il y ait des jeunes qui puissent nous suivre D'accord. en live continuellement. Donc chaque semaine, on avait des interviews Skype avec des groupes de jeunes qui suivaient un camp de jour sur la biologie marine. Et le fait de parcourir un fleuve dans son entièreté, ça te permet de parler, que ce soit la source de l'eau douce jusqu'à l'embouchure dans l'eau salée. Donc ça permet d'aborder vraiment plein de problématiques différentes, que ça soit l'érosion des côtes, les espèces invasives qu'on peut retrouver dans différents lacs ou autres milieux, puis également la pollution. Donc ça nous a donné du sujet un peu tout le long de l'expédition. Euh, Donc en par, fait, le projet, c'était le véhicule pour faire passer certains messages, pas forcément à vocation sportive, en réalité, si j'ai bien compris? c'est ça. Donc je pense que l'expédition a été un peu un moyen d'attirer l'attention des gens Oui. vers justement le fleuve. Les gens se disaient mais pourquoi ils font ça? Puis euh, au final, ça permettait justement de parler de ce qui nous touchait vraiment, ce qui était la valorisation du fleuve. Et à l'époque, Mmh. il y avait différents projets industriels qui voulaient se mettre en place sur le fleuve, et donc il y avait une grosse mobilisation citoyenne pour empêcher ces projets de voir le jour. Et je pense que ce genre de projet, ça permettait aussi d'aborder ces questions-là, puis de faire un peu pression sur les différents organismes pour justement lutter contre l'impact négatif que ça pouvait avoir. Mmh. Donc c'est ça. Intéressant. Et du coup, parce que tu disais que tu t'étais pas forcément lancé pour l'aspect sportif, même si, bon, j'imagine que pagayer 1 400 kilomètres, il y a forcément une dimension sportive, importante. Mais comme tu le sais, hein, on en avait un petit peu parlé sur le podcast, les thématiques, c'est qui me sont chères, que j'aime bien partager avec les invités, c'est le dépassement, la résilience, la détermination. Et je crois me souvenir qu'il vous est arrivé un petit incident en cours de route, pour lequel vous avez certainement dû faire preuve de résilience. Ouais, ouais. Tu peux peut-être nous en dire plus? On en a eu plusieurs des petits incidents. Ouais. On a eu une journée où on a perdu un gars. Il faut savoir que le fleuve Ah, Saint-Laurent, l'eau est très froide, et donc il suffit qu'il y ait une masse d'air chaud qui passe sur le fleuve pour qu'il y ait un brouillard qui s'installe. Un brouillard qui est pas très haut en hauteur par rapport au fleuve, mais assez épais pour qu'on distingue plus rien autour de nous, surtout en kayak, on est bas sur l'eau. Et on a vu le brouillard arriver, mais ça a pris moins de 5 minutes pour qu'on n'y voit plus rien. Puis là, ah oui. on n'a pas eu le temps de se rassembler. Et là, on a perdu Manu. Manu était dans le brouillard quelque part. Et là, ça a duré, je crois, 6 heures avant qu'on le retrouve. Ah ouais. Donc là, on s'est rendu compte que on avançait en même temps. Lui, il a fait des allers-retours pour nous retrouver. Nous, on a fait pareil, mais je pense qu'on les faisait en même temps. On avançait, puis on reculait, puis on se disait, ben non, on le retrouve plus. Et donc, ouais, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Là, on s'est rapproché de la côte pour toujours avoir la berge Ouais. à vue. Puis c'est ça, on a avancé un peu à la fois. Et on s'est rendu compte 5 heures plus tard qu'il nous attendait plus loin. Et quand le brouillard s'est dissipé, on l'a retrouvé là. Et ça va, sans stress, il nous attendait de pénard. Donc ça, c'était une aventure c'est ça. Il faut juste pas stresser. Là, Ouais. tu réfléchis, qu'est-ce qu'il faut faire logiquement pour pas aggraver la situation. Il faudrait pas que tout le monde se perde. Donc tu te rassembles, tu avances, puis finalement ça s'est bien passé. Parce que c'est vrai qu'il y a Et des c'est courants qui auraient pu l'emporter un peu plus au large, et mmh. c'est un peu ça qu'on avait peur là. Mais Est-ce que vous étiez déjà à l'endroit où le Saint-Laurent est large? ouais, ouais, on était déjà dans la fin de l'estuaire en Gaspésie. Ah oui. Donc le Saint-Laurent, il faisait à peu près à ce niveau-là 45-50 kilomètres de large. Donc t'as pas envie d'être emporté vers le centre du fleuve là. Ouais, clairement. OK, donc vous avez perdu quelqu'un pendant 6 heures. Ouais. Ça fait déjà un bel imprévu, mais côté matos, je crois qu'il vous est arrivé Ouais, une petite mauvaise surprise aussi?
Donc ouais, on campait tous les jours sur le bord du fleuve et on avait une balise GPS qui permettait de nous suivre au jour le jour. Et peut-être c'est ça qui a fait qu'on était repérable. Mais une nuit, j'ai entendu on était dans la tente tous en train de dormir, puis j'entends du bruit à l'extérieur et instinctivement je me dis, il doit être 6 heures du matin, c'est l'heure de se lever, de faire du café, puis de commencer à se préparer à partir. Puis je regarde l'heure, il était 3 heures. Je me dis, tiens, ça c'est bizarre. J'entends vraiment des bruits de pas et du matériel qu'on est en train de bouger. Donc là, je sors la tête et puis il y a plus de pagaies, des pagaies en carbone qui coûtent assez cher. Et il manquait pas mal de matériel aussi, les panneaux solaires, les batteries, il manquait un appareil photo. Et puis là, je réveille tout le monde, un peu branle-bas de combat. Je fais, là, il se passe quelque chose. Là, on est en train de nous voler du matériel. Donc là, on s'est tous levés, on a commencé à chercher. On était près d'un village, donc on a été se balader dans le village à 3 heures, 3h30. Il n'y avait personne de réveillé. Puis on a vu un pick-up garé dans un stationnement, dans le fond du stationnement. Puis il y avait les phares allumés. Donc on trouvait ça assez étrange à cette heure-là. Donc on a pris un peu nos précautions, on avançait doucement vers le pick-up. Puis il y a un gars qui est sorti, qui est venu directement vers nous, assez bizarre. Et il était assez grand, costaud. Puis il nous disait, ouais, qu'est-ce que vous avez les gars? Je fais, on est en train de nous voler du matériel, là. Il y a un truc qui est pas net ici. On fait une expédition en kayak, on explique tout ça, puis il nous dit, ouais, moi j'attends pour le traversier, je dois partir à 5 heures du matin, donc je dors dans ma voiture. Je fais, bon, ok, très bien. Mais tout paraissait louche là cette histoire-là. Donc on a surveillé la voiture, puis il préparait des affaires dans la voiture avec la lumière dedans, on comprenait pas ce qui se passait. On a continué à chercher dans le village. J'ai appelé la police. Eux, ils se sont dit, tu sais, on vole du matériel de plein air. Il n'y a pas grand-chose à faire en pleine nuit. Rappelez-nous Ouais. demain matin. Et à un moment, la voiture a démarré. Et on s'est dit, mais pourquoi ils s'envolent? Il attendait le traversier. Donc, on a bloqué la sortie du stationnement. Puis on lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu attendais le traversier. Puis il dit, ouais, il y a ma femme derrière qui est malade, elle doit aller à l'hôpital. Puis à ce moment-là, on fait le tour. Il y a un de nos amis qui fait le tour de la voiture et qui voit des pagaies à l'intérieur. Et, et là, on commence à s'énerver un petit peu. On dit, ouais, mais là, les pagaies, là, tu fais pas du kayak et il y a nos autocollants dessus, nos sponsors. C'est notre matériel que tu as dans ta voiture. Puis là, il a commencé à s'énerver. Puis Martine, là, celle qui faisait du kayak avec nous, elle s'est mise devant la voiture. Puis il a commencé à accélérer. Puis on a dû sauter de devant la voiture pour éviter qu'il nous Ah écrase. Il est ouais, parti. carrément. Là, j'ai eu vite le temps. J'étais en train d'appeler la police derrière mon dos. Et j'ai eu vite le temps de. Donc, ils ont décroché et j'ai commencé à dire, ouais, on a trouvé la personne qui est en train de voler notre matériel. Et, euh, et j'ai donné le numéro de la plaque. Et là, comme c'était une infraction un peu en live, la police s'est mobilisée. J'ai entendu qu'ils ont bloqué les routes. Puis ils sont venus nous voir. Et on a fait un peu le décompte de ce qu'on avait perdu. C'était l'équivalent d'un petit 10 000 $ de matériel. Mais ce qui nous Ah, quand embêtait le même. plus, c'est qu'on pouvait plus avancer. Il nous manquait les Ouais. pagaies, des vestes de flottabilité. Heureusement, les kayaks étaient là, mais il nous manquait pas mal de matos, même des vêtements, quoi. Donc, on s'est retrouvé presque tout nu. Comment vous avez géré ça du coup en tant qu'équipe, en plein milieu du projet sans, bloquer en fait? Ouais, c'est ça. On a fait une réunion, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses. On n'a pas stressé. On s'est dit, c'est une expédition qui est médiatisée. On a des contacts. On a appelé, que ça soit les sponsors. On a appelé toute la communauté du kayak au Québec. On a fait des posts sur les réseaux sociaux. Et OK. je crois que ça nous a pris on est resté une journée sur place et le lendemain, on a recommencé l'expédition avec du matériel qu'on avait reçu en prêt par plein de gens. Enfin, vraiment, tout le monde s'est mobilisé. On recevait des messages en disant, ouais, on est en train de parcourir les routes pour être sûr que la personne n'ait pas balancé tout le matériel dans les fossés, dans le fossé en ayant peur, parce que c'est passé à la télé, c'est passé à la radio, le fait que notre expédition était bloquée. Donc, on a une grosse mobilisation de la communauté de plein air et ça, c'était vraiment positif. Excellent. Ouais, ouais, c'était vraiment.
c'est par notre mésaventure, on s'est rendu compte que ça Ouais. mobilisait des gens et en fait, ça nous a donné un peu la motivation de continuer. On était à la moitié de l'expédition, là, il nous restait encore facilement 700 kilomètres à parcourir. Donc, ouais, on était bien content avec ça. Bah, en tout cas, c'est super de voir que, ouais, c'est la mobilisation, un petit peu générale, des gens qui vous suivaient qui vous a permis de continuer, c'est cool. Ouais, vraiment. Hem, donc ça, c'était ta première grosse expédition C'était la première grosse expédition médiatisée. On a fait la médiatisée? première, ouais, parce qu'après, avant, j'avais été faire pas mal de trips en montagne. C'était plus des projets personnels, on va dire. Là, j'avais Oui, traversé le Burkina Faso en mobilette à l'époque. Durant mes études, j'ai été dans différents endroits, donc, dont en Australie, en Islande, en Afrique. Et là, pareil, il y avait toujours des micro-aventures qui se passaient. Je sais pas si c'était voulu forcément, mais je pense que c'était un peu comment je suis là. Je pense que tu sais, quand tu as deux chemins devant toi, tu en as un facile, mais tu sais que ça va être un peu confortable. Et moi, je pense qu'instinctivement, je vais toujours vers les côtés un peu plus incertains, parce que par expérience, j'ai remarqué que c'est ça qui me permettait de rencontrer des gens. Après, il y a toujours une gestion du risque à avoir, hein, de dire oui, c'est ouais, incertain, mais est-ce que je risque de mourir, tout ça. Tu essayes d'évaluer la situation et tu te dis, bah non, c'est sûr que ça risque de me mettre dans des difficultés, mais je pense que c'est gérable et ça met pas ma vie en jeu. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait de rencontrer des gens et c'est vrai que c'est un peu ce que je retiens des différentes interviews que je fais ou ce que je retire de tout ça, c'est que c'est un petit peu c'est cette notion de foncer et de saisir les opportunités et en fait, c'est une sorte de cercle vertueux, tu vois? Où plus tu te lances dans des projets, plus du coup tu es visible, plus tu rencontres des gens qui, sont un petit peu, investis sur les mêmes thématiques et ouais, c'est cette notion ouais, vraiment de cercle vertueux Ouais, je et pense qu'il faut pas se bloquer. Bah, de façon générale, tu sais, j'ai un vieux van en Belgique et je voyage pas mal avec. Et c'est peut-être par choix ou parce que j'aime bien les cartes papier, mais j'ai pas de GPS dedans. Et comme je vis OK. au Canada, quand je reviens, j'ai pas forcément de connexion téléphonique, là. J'ai pas l'abonnement qui fonctionne en Europe. Donc, je pars toujours avec mon van, avec les cartes papier, et je sais que si je suis perdu, j'ai plus tendance à m'arrêter, demander à quelqu'un pour m'aider dans mon chemin, plutôt que de vouloir me débrouiller par moi-même avec la technologie, parce que de façon générale, je trouve que les rencontres qu'on fait quand ça amène à discuter, puis justement rencontrer des belles personnes en général, Ouais. puis qui t'amènent dans différents projets. C'est un peu de fil en aiguille. Quand tu vas vers les gens, je pense que naturellement, ça fait un peu effet de boule de neige. Tout se met en Ouais place pour le futur. et c'est quoi le poids des rencontres, que tu as pu faire dans, les di par exemple, les différentes expéditions que tu as pu faire? À quel point est-ce que ça a été lié à des rencontres que tu as fait? Euh, Quasiment tout en fait en général, hein. C'est des OK. discussions avec des gens qui sont motivés. Tu discutes au coin du feu le soir, puis, puis t'as des projets qui se mettent en place, des idées qui partent dans tous les sens, et puis les choses se placent. Enfin, je sais que quand je vivais en Australie, je travaillais donc sur les dauphins par là, puis j'ai rencontré un gars qui travaillait avec moi. Il m'a dit, ouais, j'ai rencontré quelqu'un en Indonésie qui a besoin d'aide de biologistes pour gérer un centre de rescousse, ça se dit ça? De Ouais, de rescue secours, de center. sauvetage? Ouais, c'est ça, de secours sur les animaux en captivité qui ont été récupérés. Donc, on parle d'orang-outans, de macaques, d'animaux sauvages en fait qui se sont retrouvés sur les marchés asiatiques. Et donc le gars était tout seul à avoir monté son projet. Par la rencontre, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré la personne que tu as rencontrée un an plus tôt, est-ce que tu as besoin d'aide? Puis finalement, je me suis retrouvé à prendre un billet d'avion pour l'Indonésie et aller travailler sur les orang-outans. Donc c'est un peu, faut pas se bloquer dans le futur, faut juste aller au feeling. En fait, c'est ça, j'aime bien y aller au feeling. J'ai eu un bon contact avec la personne, puis je me suis dit, écoute, je vais venir t'aider, puis c'est comme ça que tu te retrouves dans la jungle à bosser avec des orang-outans et des macaques.
Ou à traverser le Canada à vélo en 30 jours, si j'ai bien compris. Ah ouais, c'est ça. Ça aussi, c'était une chouette expérience, on va dire, post-confinement. Bah, tout le monde a vécu le Covid comme il a pu, le confinement un peu partout sur la planète. Puis Caro, une amie que je pense que tu as interviewée également, Oui. euh, elle me disait, ouais, bah, je pense que c'est le bon moment pour traverser le Canada en vélo. Puis ben, ça trottait un peu dans ma tête. Elle me disait, ouais, ben, je chercherais bien quelqu'un pour venir avec moi. Et tu sais, tu poses les pour et les contre, tu dis, bon, ok, on est en confinement, tous les contrats viennent de tomber, il n'y a rien de prévu dans le court moyen terme. En effet, bah, c'est la bonne période. On n'a qu'à prendre un vélo. Puis en fait, 3 jours avant le départ, je me suis décidé, j'ai dit, bon, ok, Caro, on va traverser le Canada en vélo. Donc là, je n'étais pas Sachant que vraiment tu, mais équipé. tu venais du vélo auparavant, enfin, tu avais déjà des expériences de distance. Ouais, pas tant. Ben, j'ai toujours fait un peu de vélo là, dans mes déplacements quotidiens, mais Ouais. je t'avoue que qu'enchaîner entre 100 et 200 kilomètres par jour pendant 30 jours, je l'avais jamais fait. J'avais déjà fait un week-end en vélo une fois, mais je crois qu'il faut pas se mettre de barrière physique. Là. Tu- Quand tu connais ton corps, tu sais que quand tu es fatigué physiquement, ben, je pense qu'à partir du moment où tu l'extériorises, c'est que tu es capable à peu près de faire 2 fois plus que ce que tu viens de faire. C'est ce que Ah, j'ai un peu remarqué dans les différents projets. Quand je me suis retrouvé en montagne, en général, tu as assez de ressources au fond de toi. Là. Tu sais, si tu dis que tu es crevé, tu as mal aux jambes, ben, tu es mort sur ta chic. Et de toute façon, tout peut aller de mieux en mieux. Si tu es hmm. dans les bas-fonds, prends une barre, mange quelque chose, hydrate-toi. En général, c'est souvent ça. Tu es fatigué parce qu'il te manque un peu de sucre, parce que tu pas bien hydraté. Mais il faut juste, c'est ça, analyse les conditions. Tu dis, OK, j'ai mal, j'ai chaud, je transpire, ben, fais quelque chose pour gérer cette situation. Puis une fois que tu es un peu plus confortable, ben, tu retrouves de l'énergie, puis tu as un second souffle. Je crois que c'est un peu ça que on pourrait en parler à des marathoniens, des ultra-trailers. Ouais, ouais. Je pense que Et ça, c'est c'est super intéressant. C'est quelque chose que tu as découvert. Tu as eu un déclic à un moment donné sur cette notion de bah, quand j'ai mal, en fait, c'est que, bon, j'en ai encore sous la pédale et c'est simplement des signaux que mon corps m'envoie. ouais, ben, je pense que depuis pas mal d'années avec les amis, j'ai pas mal d'amis assez positifs dans la souffrance et je pense que on en rigole toujours. On se dit, ah, on est dans une situation de merde, mais et ça nous fait rire et puis finalement ça nous donne de l'énergie de continuer. Je me rappelle, je bifurque complètement là. Maintenant, je parlais d'une expédition d'alpinisme qu'on a fait avec un ami. On s'est dit, donc j'aime bien aller dans les écrins en France. Donc Ouais. c'est vraiment un chouette parc pour l'alpinisme. Et j'avais été faire 1 ou 2 ascensions avec des amis pendant une semaine. Puis je suis revenu en Belgique entre deux. Puis pendant cette semaine-là, il y a eu 3 décès sur la Meije. Donc c'est une montagne à 4000, à peu près 4000 mètres d'altitude, là dans le parc des Écrins. Une vraiment belle Mhm. montagne. Et là, je suis revenu, puis j'ai dit à ma copine à l'époque, oh ben, je crois que je vais aller avec mon ami Colin, on va aller faire la Meije. Mais elle avait suivi les nouvelles, elle avait vu qu'il y avait eu des décès sur cette montagne, des accidents. Euh, et on sait que la montagne, il faut pas prendre à la légère, là. Mais moi, je savais que c'était un peu ma limite technique. C'est une voie alpine assez mixte où tu as de l'escalade de roches sur coinceur, tu as des traversées de glaciers, tu as une course d'arête, tu as encore un retour tu as beaucoup de rappels, tu as un retour sur un grand glacier assez crevassé. Donc, tu sais, c'est pas mal varié comme style d'environnement. Mhm. Et je me rappelle avoir dit à ma copine, ouais, bah ouais, je vais aller en bas de la montagne et je vais voir. Mais dans ma Ok. tête, j'étais sûr qu'on allait la grimper. Donc, on est parti en stop de, de Bruxelles avec un ami. Et notre objectif, c'était d'arriver à la Bérarde avant la fermeture de la pizzeria, à 9 heures du soir. D'accord. Donc, on a fait une journée de stop et on est arrivé à 9 heures moins quart. On a commandé la dernière pizza de la journée. Puis là, on a dormi et le lendemain, on a filé une journée d'approche pour arriver au pied de la montagne.
Et là, on a parlé à la personne au refuge. Je disais, bah écoute, la journée de demain s'annonce belle, mais après ça va se couvrir et pendant au moins 3 jours, ce sera plus possible de grimper la montagne. Bon, là, on n'a pas trop réfléchi avec mon pote. On s'est dit, bah ok, on va la grimper demain, là. Puis on est parti. Départ, je sais pas, 4 heures, 5 heures du matin. Je me rappelle plus trop bien, mais on a suivi la voie. On était sans guide, donc tu sais, on tâtonnait un peu le terrain, on avançait un peu à la fois. Puis tout s'est bien passé jusqu'au sommet. Je me rappelle avoir envoyé un message à ma copine, à des amis. Ouais, je suis au sommet de la neige, tout va bien, il reste plus qu'à descendre. Mais comme c'est une traversée, quand tu es au sommet, tu es juste à la moitié du chemin. Puis en montagne, en Ouais, général, c'est pas le sommet qui est important, c'est revenir vivant en bas. Donc là, tout se passait bien au sommet. Puis le temps qu'on mange une petite barre au sommet, il y a les nuages qui sont arrivés. Puis il y a eu un orage qui a éclaté. Et là, on commençait à... Bah, on en rigolait, mais on se plaignait. On se dit, hey, c'est con, là, je viens d'envoyer un message que tout va bien. Et là, on va mourir en montagne. On est à 4000 mètres avec des mousquetons en métal accrochés à notre baudrier. On va se faire prendre par un éclair. Puis là, bah, on était dans le brouillard jusque la fin. Puis, mais c'est ça. On n'a pas montré de stress à l'autre. On était une cordée de deux. Puis tous les deux, on montrait pas qu'on était un peu stressés. Puis ce genre de situation-là, c'est comme ça que ça peut dégénérer, je crois. C'est si tu vois ouais. la chose de façon assez pessimiste, ben, tu vas entraîner l'autre dans une espèce ben, tu vas justement diminuer son mental, qui aura moins d'énergie, il va voir les choses de façon assez noire. Puis je pense que tu es obligé justement de garder un esprit positif et de faire fi des conditions que tu peux pas gérer. En fait, voilà, l'orage, il est là, on peut pas le gérer, il faut juste l'accepter. Puis qu'est-ce que nous, on peut Hmm. faire pour passer cette situation? Ben, de un, c'est continuer à avancer, puis faire un espèce de topo des conditions assez régulièrement, puis c'est ça. Donc je pense que dans toutes les situations, c'est ça. Arriver à mettre de côté ce qu'on peut pas gérer pour pas perdre de l'énergie là-dedans, parce que ça sert à rien, et voir toi ce que tu peux gérer pour améliorer ta situation, ton confort dans ce type de situation. Hmm. Ouais, complètement. C'est vraiment, j'écoute un autre podcast d'un invité d'ailleurs, qui interviewe beaucoup d'athlètes de haut niveau. Mhm. Et, et en fait, le constat au fur et à mesure des épisodes, c'est systématiquement le même. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qui fait la différence chez ces sportifs, c'est en fait leur capacité face à une situation en fait, de voir la situation et de réagir par rapport à ce qu'ils peuvent contrôler. Mhm. Ouais. Et c'est ça qui fait bien souvent la différence. Donc, ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Mais du coup, la question qui me vient, tu disais vous étiez une cordée de deux, et ce qui a fait que ça a bien marché, c'est que vous montriez pas sans doute le stress que vous aviez tous les deux, hein, forcément à ce moment-là, mais vous le montriez pas à l'autre. Comment tu fais pour choisir, entre guillemets, enfin oui, si j'imagine que tu les choisis, pour choisir Ouais. tes compagnons d'expédition, d'aventure, par rapport justement à ce que tu viens d'expliquer, la gestion du stress, entre autres? Ben, je pense que quand tu t'en vas dans une aventure, que ce soit en montagne ou en mer, dans des éléments qui peuvent être parfois complètement incontrôlables, je pense qu'il faut avoir confiance à la personne Oui, avec qui tu pars. Bah, confiance dans les capacités physiques, mais aussi dans la capacité de réaction. Si c'est une personne qui, dans la vie de tous les jours, a tendance à se plaindre du moindre petit problème, genre dehors il pleut, et que déjà ça perturbe cette personne, ben, c'est sûr que si tu l'emmènes en montagne par -30 degrés, qu'il y a une tempête de neige, ben là, tu vas plus devoir gérer une situation de crise que aller de l'avant et repousser les limites de chacun. Donc, c'est sûr que tu peux te mettre en danger si tu pars avec les mauvaises personnes. Donc, je crois que c'est des gens en qui tu as confiance dans les capacités physiques et justement de résilience face aux situations mmh. difficiles de gestion de stress. Ouais. Et en quoi est-ce que le fait de faire tous ces projets complètement fous et intenses avec des personnes dans cet état d'esprit, en quoi est-ce que toi, ça t'a influencé et ça t'a peut-être fait grandir, je sais pas, au fur et à mesure des projets? Mais ouais, je crois qu'on en apprend constamment sur soi-même parce que, bah, mine de rien,
quand tu as peut-être des capacités physiques à 20 ans, bah, elles évoluent, tu sais, avec ton âge, tu dois constamment te tenir en forme et ça te permet, bah, un peu de déjà, de juger de tes compétences, physiques, compétences techniques et je pense que tu grandis, aussi d'un point de vue relationnel. Tu appréhendes, dans la vie de tous les jours, toutes les situations de stress de façon différente. Enfin, j'ai tendance à dédramatiser et de relativiser pas mal de choses, que ça soit par rapport à l'argent, par rapport aux conditions météo qu'il fait dehors. J'ai j'ai tendance toujours à me dire que c'est pas grave, là, tu sais, quand il pleut, c'est bon pour les plantes. Si on est mouillé, bah, Oui. tu sais, on pourra se sécher, là, c'est pas la fin du monde. C'est bon, c'est sûr que s'il y a une éruption volcanique juste à côté de moi, ben là, c'est sûr que je vais stresser et que je vais courir ou je sais pas quoi, mais quand ma vie est pas en jeu, quand j'arrive à percevoir que ma vie est pas en jeu, ben, c'est sûr que, tu sais, tu vois les choses de façon beaucoup plus calme Oui. et tu t'en fais moins. Donc je pense que toutes ces expériences d'aller dans l'inconfort, de tester justement un peu, tes limites peut-être, ben, je sais pas si, je crois que c'est difficile d'atteindre ses limites, mais en tout cas, toujours aller dans l'inconfort, je pense que ça te permet d'être une meilleure personne dans la vie de tous les jours et d'être plus positif aussi pour ton entourage, parce que bah, tu vas créer moins de stress, d'anxiété chez les autres aussi, à ta façon de réagir aux situations. Donc, je pense que c'est ça que bah, ça te permet qui ressort de toutes ces expériences. Oui. Intéressant. C'est quelque chose que ça, tes proches, tes amis, t'ont dit par curiosité au fur et à mesure des projets, de ce que tu as retiré? Ben, c'est sûr que j'ai déjà eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien partir en expé avec moi parce que ils se sont rendus compte que je pouvais rester calme dans différentes situations, puis garder le Oui. moral, toujours avoir une petite touche d'humour quand il faut. Euh, bon après, c'est sûr qu'on n'est pas parfait là. C'est sûr que probablement à des moments, je peux être stressant ou quoi, mais j'essaye en tout cas de toujours donner le meilleur de moi-même, là. Toujours. Ouais, c'est ça. Toujours, être au top, s'il y a moyen. Mmh. Et en parlant d'être au top justement, puisque c'est ce que tu me disais, ton métier maintenant, c'est au fait de faire partager ces expéditions au plus grand nombre à travers la photo, de la vidéo. Ouais. Mmh, comment tu fais pour, au milieu de ces expéditions, pour, allier à la fois, enfin être à la fois concentré sur l'objectif de l'expédition, mais en même temps, toi tu as un autre job en parallèle de ça, c'est que tu dois immortaliser, Ouais. ces moments très forts. Donc comment tu arrives à allier les 2? Beh, déjà, il faut s'entretenir physiquement, là. Je pense qu'il faut être, capable de suivre, que ce soit les athlètes ou les personnes qui s'en vont en montagne sur le bateau, là. Donc toujours être curieux, que ça soit dans les techniques de corde ou dans tout ce que tu dois utiliser, que ça soit sur un voilier ou en montagne, moi je suis un peu passionné, j'adore le côté technique, des choses en plongée, quand il faut manipuler des choses, c'est ça. Il faut toujours être, connaître plus que ce qu'il en faut pour pallier à différentes Oui, situations, se former, comme il faut. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de faire un cours de survie, survie au large, un cours de survie dans les milieux sauvages. Et ça, c'est vraiment la curiosité qui fait que je me suis inscrit là-dedans. Puis, constamment apprendre, ça, c'est nécessaire aussi. Puis, c'est ça, en montagne, arriver à garder ton objectif en tête. Si oui. tu peux être par -30 en montagne, ton objectif, c'est de revenir avec des images. Donc tu dis: «Bah, OK, je vais c'est le moment de sortir l'appareil, puis de filmer, de prendre des photos». Parce que, tu sais dans ta tête que 1, 2 jours plus tard, voire, 1 semaine plus tard, tu seras chez toi, au chaud. Donc, c'est le moment de prendre sur toi-même Mmh. et de faire le boulot pour lequel, on t'a emmené ici, là. Et ça, tu le définis, ton approche, peut-être un peu plus artistique, on va dire, tu le définis avant de partir en expédition? C'est-à-dire que tu sais quel type d'émotion tu veux partager et ce que tu veux immortaliser, ou c'est vraiment, au fil de l'eau, en fonction de ce qui se passe? Hem, je suis pas très, shooting, préparé. OK. J'ai pas envie que les
que les émotions soient fake, que ça soit des fausses émotions. Je préfère garder le côté authentique, donc c'est sûr que si on s'en va sur une paroi d'escalade, je préfère prendre les images comme elles viennent, avec les émotions que les grimpeurs ont face à leurs difficultés, plutôt que leur dire écoute, tu peux prendre la pause parce que ça va être joli sur la photo, là. Je préfère garder le côté humain et partager justement ce genre d'émotions parce que c'est ce qui est vrai. Ça sert à rien de raconter des fausses histoires, là, je pense. Mmh. Il y en a déjà assez sur les réseaux sociaux, là, et Ouais. je veux pas m'intégrer dans ça, là. OK. Donc, Donc ouais, je vraiment, parle pas trop. Ben, j'ai une ligne directrice, là. Par exemple, ici, je suis en train de travailler sur un documentaire mélange historique et escalade ici au Québec, sur une grande paroi. Et ben là, j'ai un peu un fil conducteur que je veux suivre par rapport aux premières ascensions. Mais c'est sûr que quand je vais prendre les images sur la paroi, je vais pas donner de consignes aux grimpeurs, là. Ils vont vivre leur vie ouais. comme ils l'entendent. Et s'il y en a un qui est inconfortable à un moment sur la paroi, ben, je vais prendre la caméra et je vais filmer. Et c'est ça que je veux capturer. C'est un peu la vie sur la paroi, dormir sur un portaledge et tout ça. Donc, toute cette partie-là, ça va être vraiment authentique. Et puis, ben, les témoignages plus historiques, ça va être les histoires racontées par les pionniers de l'escalade ici. Donc, c'est ça. Je crois que je vais construire l'histoire en fonction de ce que les gens disent, sans trop orienter non plus. Ouais. Ouais. OK. Et dans l'univers des expéditions, par curiosité, enfin, oui, des expéditions, on peut dire ça, je pense. Hem, qu'est-ce qui quel fil rouge est-ce que tu verrais? Parce que tu as eu, tu eu quand même pas mal d'aventures différentes. Tu nous parlais de celles que tu as commencé peut-être plus en solo, notamment, quand tu es parti en Afrique et cetera et puis que tu as voyagé. Mais plus récemment, les projets dont tu as fait partie qui étaient plus avec des équipes, tu as fait une Mhm. transatlantique, tu as fait, donc tu as traversé le Canada à vélo très, très récemment, mais tu as fait, voilà, tu as aussi fait des projets d'ascension. Je crois que tu étais sur l'ascension du mont Washington, toi aussi Ouais, avec Esprit de corps? Ouais. ouais, ouais. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est quoi le fil rouge par curiosité que tu as entre toutes ces expés? Qu'est-ce qui t'anime à chaque fois, pour Moi, partir comme ouais, j'adore voir le côté humain, comment l'humain réagit face aux conditions difficiles. Je trouve ça passionnant de voir les différents types de personnes, justement les personnalités qui ressortent face aux difficultés. Je pense que ça soude beaucoup plus une équipe, le fait d'être dans des conditions difficiles. Si c'est ouais. un voyage un peu plus facile, où tout coule de source, t'as pas d'obstacle, ben, j'ai l'impression que oui, tu passes un bon moment, mais c'est pas les souvenirs qui restent ancrés dans ta tête toute ta vie forcément. Tandis que si tu passes une tempête en bateau, t'as un bris sur le bateau, tu dois le réparer en pleine nuit, où tout le monde est inconfortable, les gens ont froid, et finalement 2, 3 ans plus tard, tu t'en reparles avec tes amis, puis tu te dis ouais, tu te rappelles à ce moment-là, quand on avait froid, on n'avait pas l'équipement qu'il fallait, puis il y a ça qui a cassé, puis il a fallu faire ça pendant la nuit. Tu sais, c'est tout des situations qui t'imprègnent et justement qui te font grandir et puis qui soudent les gens au sein d'une Mmh. équipe. Donc je pense que c'est être témoin de ça et puis faire partie d'une équipe, c'est aussi ce qui m'anime là-dedans. Donc je crois que je suis moins dans les expéditions en solo. Tu sais, il y a toujours le film Into the Wild là, avec la conclusion, le bonheur n'existe que s'il est partagé, là. Tu sais, c'est très bateau, mais Mmh. c'est tellement vrai, je pense, parce que je suis pas tant attiré par les expéditions solo, parce que je crois que j'aime bien l'humain, j'aime bien partager des moments avec des gens. Je trouve ça super intéressant. C'est très inspirant ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ouais, non, ouais, il y a plein de choses qui me viennent en tête. C'est sur la partie, ce que tu expliquais sur le fait que, c'est sans doute à travers des moments, tu vois, difficiles, Mhm. d'adversité que les équipes se soudent et qu'en même temps, c'est compliqué quelque part, de se mentir à soi-même sur qui on est quand on est face à l'adversité à nouveau. Mais, par rapport à cette notion de partage peut-être, c'est quoi la suite pour toi du coup? Parce que je ne sais pas si tu as déjà monté des expéditions, toi-même en propre, mais ouais, Ouais. ouais, peut-être qu'est-ce que tu vois comme prochain projet? Prochain projet, ben donc j'ai
un projet monté avec des amis grimpeurs. Ici, je pars fin de semaine prochaine sur un big wall, donc une falaise de 350 mètres. On va, on va rester 6 jours sur la falaise pour la grimper. Donc, si mes amis réussissent à la grimper, ça sera la quatrième équipe à avoir réussi cette ascension. Donc ça, c'est un projet monté ensemble. Donc eux, leur objectif, c'est de réussir à grimper cette falaise. Puis moi, Ouais. c'est d'en faire un documentaire. Euh, donc ça, c'est le court terme. Après, le moyen terme, j'ai une expédition au Yukon qui est en train de se mettre en place. Donc, toujours à voir avec le Covid, là, comment ça évolue. Mais Ouais. dans le fond, ça serait une traversée hivernale du Yukon sur une vieille piste abandonnée depuis la guerre. Et donc, on parle d'une expé entre 4 à 6 semaines en plein hiver, dans le Yukon, en ski de Waouh! randonnée, tout ça. Donc Donc, ski de randonnée, Poulka et autonomie totale? ouais, parce que déjà là, on est en train de réfléchir aux moyens de transport qu'on va utiliser pour pouvoir aller au début de ce trail. Et là, on va être vraiment isolé. Là. Ça nous prendrait. Je crois qu'on est à 150 kilomètres du premier petit village qui pourrait potentiellement. Ouais, on pourrait potentiellement trouver quelqu'un qui emmènerait notre stock en motoneige jusqu'au début de la trail. Ah Donc, ouais. on va être pas mal isolé, ouais. Donc, Mais une hivernale au Yukon, c'est, en termes de température, on parle de combien là? Parce que dans les territoires du c'est les territoires du Nord, le Yukon, hein, si je me rappelle bien? on va être à la limite. En fait, on va commencer au Yukon et on va finir la frontière avec les territoires du Nord-Ouest. Donc, on parle des températures en moyenne de -20 degrés, plus ou moins constant, avec des Oh la pics vache. jusqu'à -40, -45, voire plus. Et peut-être les bonnes journées, -10. Espérons qu'il y ait des bonnes journées. Ouais. Bon, vous avez les maillots pour les journées à -10? Ouais, je pense qu'on va prévoir ça. On va faire un trou dans Et la glace. ouais, et comment tu gères toute la préparation par rapport à l'équipement photographique quand c'est des températures pareilles? Parce que je sais pas ce que c'est la durée de vie d'une batterie par -40, mais j'imagine que c'est pas fantastique? Ça dépend, moi je veux pas faire la promotion, tout ça, tu sais, il y a beaucoup de marques différentes, il y en a qui sont un peu plus en vogue pour la vidéo, tout ça. Et moi par expérience, je reste avec mon Canon parce que les batteries tiennent assez bien étrangement. Je peux laisser mon appareil prendre des photos d'étoiles pendant toute une nuit par -30 et la batterie, il y a encore du jus dedans le matin. Donc OK, hem, bah, comment je prévois les choses, c'est que j'essaye d'avoir, pas mal de batteries ouais, de stock. Et pour charger les batteries, panneaux solaires, une power bank en plus. C'est sûr que le froid, ça fait diminuer quand même les batteries plus vite, donc il faut garder les batteries, au chaud dans une poche à l'intérieur. Donc toujours rester avec, dormir avec, pour éviter qu'elles se déchargent toutes seules. Puis pour le matériel, il y a aussi une grosse gestion c'est avec les températures, il suffit que tu shootes à l'extérieur par -30, puis tu mets ton appareil photo à l'intérieur de la tente, là, tu as toute l'humidité qui rentre dans la lentille. mmh, Donc parfois, je laisse juste mon appareil dehors gelé, là, et je le récupère le matin. Comme ça, la OK, lentille, elle s'embue pas. Puis sinon, ouais, une fois que la lentille est embuée, tu peux rater vraiment des belles shots là. Donc ouais, c'est toujours un peu une gestion difficile. Puis après, il y a la gestion de son propre corps là. Quand il ouais, faut c'est ce pas que avoir j'allais dire, froid. j'imagine que c'est l'autre, grosse partie ça? Ouais, l'important c'est de pas commencer à avoir des engelures. Ça m'est déjà arrivé, prendre des images, et puis revenir avec 2 engelures sur les joues là. Mais c'est toujours un peu de gestion du risque, hein. Tu sais que c'est juste une journée sur la montagne, que tu vas rentrer bientôt, donc je me permets de peut-être pousser un peu plus les limites. Par Ouais, contre, pour l'expédition comme au Yukon, là, t'as pas trop droit à l'erreur parce que les secours sont très loin. Donc en général, tu restes un peu plus conservateur dans tes prises de décision. Puis, et l'important, c'est si t'as froid en pleine nuit, autant sortir de ton sac de couchage, aller dehors, puis commencer à faire des squats et courir pour te réchauffer parce que tu vas pas rester gelé dans ta tente, là. Donc, ouais. Tu parlais des secours, de façon réaliste, est-ce que vous pouvez même être secouru dans cet environnement ou c'est trop isolé?
Je pense que c'est réaliste de se faire secourir, mais c'est sûr que dans ton plan justement d'urgence, tu dois prévoir que tu vas peut-être pas être secouru le jour même, ça peut prendre parfois plusieurs jours si tu es en pleine tempête de neige, parce qu'en général, si tu as un problème, bon, soit ça peut être une jambe cassée ou une cheville foulée ou n'importe quoi, mais ça potentiellement, le temps est encore beau, tu t'es tordu la cheville sur un bout de bois, voilà, ça arrive. Mais si tu as un autre problème, que ça soit lié à l'hypothermie ou quelqu'un tombé dans l'eau, ben là, il faut agir assez vite. Et donc, je pense qu'il faut de toute façon connaître les bases pour pouvoir gérer une situation de crise Mmh. et être prêt à donner les premiers soins pendant plusieurs heures, voire quelques jours avant d'avoir quelqu'un qui puisse venir nous aider. Donc, c'est sûr qu'il faut être préparé aussi de ce côté-là, quoi. Et tu parlais des stages que tu as fait, c'est des stages qui ont quel format? Ça dure combien de temps, en règle générale? Euh, Bah, celui que j'ai fait, c'est 40 heures. Donc, c'est une semaine complète où tu vis dans une cabane dans la nature. Puis donc, tu as comme une formation premier secours classique Oui. avant ça. Et là, bah, tu vas l'appliquer à des situations de plein air. Et donc, tu as constamment des mises en scénario qui sont bon, ben voilà, vous arrivez, vous êtes en randonnée, vous avez quitté le dernier chalet il y a 5 kilomètres, vous avez marché pendant 2 heures en montagne, puis là, vous tombez sur quelqu'un qui a eu un accident, que ça soit de motoneige, ou tu as toute une mise en contexte qui est présentée. Puis là, dans le scénario, ils te disent, ben voilà, si tu dois revenir absolument à la cabane que tu as quittée le matin, donc tu as 2 heures de marche sans porter quelqu'un. Donc si tu dois transporter quelqu'un en civière, ben voilà, tu dois t'arranger. Puis les secours, une fois que tu es à la cabane, peuvent arriver en 6 heures. Donc là, tu évalues la situation. Tu as le matériel que tu as dans ton sac, tu rien de plus. Donc tu as juste un kit de premier secours. Et puis ben, tu dois te débrouiller pour fabriquer un brancard avec des sangles, des cordes que tu as. Tu apprends un peu à te débrouiller avec ce que tu as Mmh. pour donner les meilleurs soins possibles en attendant et évaluer les situations. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est vraiment mal en point et que tu as toute une équipe sous ta responsabilité et que l'équipe reste, bah, si vous restez sur place à essayer de soigner quelqu'un, bah, ça peut mettre en danger, par exemple, tout le monde. Bah, là, tu vas d'abord prioriser la sécurité bah, de toi et de toute l'équipe avant de pouvoir agir. Donc, tu as toutes des prises de décision comme ça qui sont parfois difficiles à prendre. Et donc, ces formations, bah, ça t'aide à justement à voir les choses de façon raisonnable. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui est blessé, mais essayer de soigner, ben, ça peut mettre en péril la vie des autres. Donc, tu as parfois des décisions que tu n'as pas envie de prendre qui sont là. Donc, Mmh. ouais, c'est fort intéressant comme formation. J'espère que tu auras pas à prendre ce genre de décision, Non, mais ouais, on fait tout pour pas, pas devoir prendre ça. ouais. Et peut-être de façon plus générale, je suis vraiment curieux de savoir sur ce type d'expédition, quelles sont les grandes étapes dans la conception de l'expédition, et peut-être ouais, les grandes phases de préparation? Ben, en général, ça doit commencer par une idée qui te fait triper à fond, là où tu es prêt à mettre de l'énergie et du temps. Donc, ça doit être presque un rêve, en fait. Mmh. Tu penses que ce soit au Groenland ou au Rwenzori, enfin, aux montagnes. Il faut vraiment que le projet t'inspire. Et donc, les étapes, c'est commencer déjà à débroussailler un peu toute l'expédition, dire, OK, il va falloir plus ou moins ça comme matériel. Donc, faire un peu un listing du matériel, de la période à laquelle aller sur place. Puis, donc tu débroussailles un peu tout ça, puis tu commences à rédiger des dossiers d'expédition, de sponsoring pour voir s'il y a des gens qui seraient potentiellement intéressés à t'aider, te Ouais. soutenir dans ce genre de projet. Et On parle de quel budget là, pardon, sur une expédition comme ça? bah, par exemple, le Saint-Laurent kayak, c'était un budget d'à peu près 50 000 $. Donc ça, c'était OK, assez petit budget pour une expédition comme ça parce qu'on était proche de la civilisation. Il y avait peu de moyens qui étaient mis en place, que ce soit d'un point de vue transport pour emmener du matériel super loin. Donc, et l'équipement qu'on avait besoin, mais c'était dans des températures raisonnables en été. Donc, c'était oui. vraiment kayak de mer, on va dire basique, là. Donc, ça demandait pas tant d'équipement spécialisé.
Mais par exemple, pour le Yukon ou d'autres expéditions, bah là, c'est sûr que tu as besoin d'une doudoune qui te tienne chaud par moins 45 degrés, des sacs de couchage en conséquence, le tente qui va avec, les skis de rando. Enfin, donc ton budget matériel, il augmente déjà Oui, oui. considérablement. Le budget photo vidéo, ben ça c'est en fonction aussi de ton projet. Si tu arrives à trouver une boîte de production qui veut t'aider là-dedans, ben c'est sûr que tu peux peut-être te permettre de louer d'autres caméras plus cinématographiques éventuellement. Donc c'est toujours un peu un compromis hein, entre l'investissement que tu es prêt à mettre et l'aide que tu peux avoir et puis la qualité que tu veux avoir au final. Donc c'est sûr que bah, avec le Covid par exemple, bah, tout est un peu remis en question constamment. Tu dois Oui. t'adapter là. Donc l'aventure en général, ouais, elle commence déjà avant, dès l'idée. C'est vraiment, tu t'immerges déjà un peu dans cet environnement-là, dans ta tête, puis tu vois tout ce qui peut se passer, et puis tu essayes de compiler avec tout ça pour que ça se passe au mieux. Mais ça, ouais. Et, et à quel moment est-ce que tu as mis en place l'équipe? Ou en tout cas que tu as contacté des gens avec qui potentiellement tu voulais partir? Bah par exemple, pour le Saint-Laurent, à la base, je comptais partir tout seul. Ok, J'avais commencé les démarches tout seul, puis j'ai des amis qui se sont montrés intéressés directement. Ils disent, ouais, mais Richard, tu vas pas partir tout seul là, moi je viens avec. Puis je savais que c'était des bons amis qui pouvaient être une bonne aide sur place. Donc moi, mon objectif, c'était pas de faire la première en solo ou quoi, et je préférais justement qu'on m'accompagne. Je trouvais ça beaucoup plus sympa, puis ça permettait de rayonner aussi un peu plus, parce que plus de gens impliqués veut dire aussi plus de personnes qui nous suivent et un plus grand oui. impact. Euh, ouais, donc c'est ça. Ça a été une initiative de leur part de me contacter, puis finalement, ça s'est très bien mis en place. Je crois que j'ai lancé le projet d'expédition. Peut-être l'idée est arrivée 8 mois avant le départ. 6 mois avant, ben, je savais que j'avais déjà les premiers sponsors, donc je savais que ça devait se passer. Puis ouais, ça a pris 6 mois de Ouais, c'est grosse rapide quand même. préparation. Ouais, ça a été rapide. La plupart des gens à qui je parlais me disaient que c'était le genre de préparation qui pouvait prendre 1 an et demi, 2 ans. Et là, je crois que j'étais juste très motivé. J'avais un travail qui me prenait pas tant de temps. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation. Puis ça a été vite. Excellent. Et si tu devais faire peut-être un peu un zoom out et regarder tous ces différents projets, enfin, c'est plus des projets, ça a été des aventures du coup, mais toutes ces différentes aventures euh, par lesquelles tu es passé, que ce soit en solo ou avec des équipes d'expédition, qu'est-ce que tu dirais que tu en as retiré de tout ça aujourd'hui? En quoi est-ce que le Richard d'aujourd'hui a grandi, appris par rapport au Richard du début? Bah, là, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, bah, c'est sûr qu'en résilience, là, Oui, ouais, je pense, il y a des amis ou des personnes avec qui j'ai travaillé qui pourront peut-être en témoigner, mais en gros, je crois qu'en résilience, je suis capable d'affronter pas mal de situations. Puis dans la vie de tous les jours, ça m'a permis de rester beaucoup plus calme et détaché que ça soit du bien matériel ou financier. Tu sais, c'est sûr que ces expéditions m'ont pas rendu plus riche, mais financièrement, mais par contre, plus riche dans ma tête et dans mon cœur. C'est beau ça. waouh, c'est beau, ouais. Non, ça j'ai fait des super rencontres, puis ça m'a juste permis d'avoir plein d'histoires à raconter. Je pense que c'est ça que j'ai envie, hein, quand je serai vieux, c'est raconter plein d'histoires à mes petits-enfants. Ouais. Ah, Je- c'est beau. Quel conseil tu donnerais peut-être à ceux qui auraient pas encore osé se lancer et prendre Moi, le chemin un peu différent comme tu l'as fait? je pense qu'il faut pas se mettre des barrières. Ouais, En tout cas, ben, simplement voir les choses telles qu'elles sont. Là, tu vois, on doit pas forcément se limiter à se dire je suis pas capable de faire ça parce que j'ai pas la formation pour. La formation, tu peux être autodidacte et trouver tout ce qu'il te faut pour apprendre. Il faut juste un peu de motivation, puis juste frapper à des portes, parler à des gens, puis ouais, c'est ça, faut juste pas hésiter à se lancer dans l'inconfort. Là. Je, Là, je reviens par exemple d'un repérage pour le documentaire qu'on va faire sur le Cap Trinité, donc ce week-end, et là, j'étais suspendu à 250 mètres de haut par une corde. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis vraiment pas à mon aise, tu vois. Il y a le vide, tu balances avec une corde, et dès que la corde frotte contre un rocher, tu te dis, ah, mais si la corde elle casse, s'il y a quelqu'un qui va en haut, qui va détacher la corde, peut-être tu commences à avoir plein d'idées dans ta tête.
Puis tu sais, tu respires un grand coup, tu dis non, ok, personne peut aller en haut couper la corde, personne fera ça. Puis là, je suis bien accroché, j'ai fait, tu sais, point de vue technique, je suis bien suspendu, il peut rien arriver. Puis quand tu reviens, t'es tellement d'un côté soulagé de toucher la terre ferme, mais content des images que tu as pris. Je sais pas, tu as quand même réalisé un accomplissement face à tes peurs. Moi, je connais peu de gens qui soient complètement inertes face au vide, là. On a toujours un peu une part Mhm. de vertige. Il y a quelques personnes qui sont complètement à l'aise, mais moi, je peux pas prétendre à pas avoir le vertige ou pas. Mais par contre, j'adore quand même aller me suspendre pour prendre des images en altitude. Donc, c'est ça. Il faut se pousser dans l'inconfort pour en apprendre sur soi-même. Puis tu es juste fier de toi. Et puis tu as plus confiance en toi dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur J'a- de l'inconfort. ouais, j'adore le message, ne pas avoir peur de l'inconfort, se lancer. Du coup, ça m'embête un peu parce que je vais devoir être obligé de me lancer pour monter ma propre expédition un de ces jours, j'ai l'impression, après avoir échangé avec toi. Euh, Ben, il Plus faut. d'excuses. Il faut. C'est ça. Ouais. Je veux bien Écoute, t'accompagner. bah, ouais, il faut y aller. Non, mais c'est clair, hein, et c'est un peu tu vois, ce que je retiens. On en parlait au tout début de l'échange avec Maxime, avec Caroline Côté. C'est intéressant de voir en fait que c'est un petit peu tout le temps le même message exprimé différemment, mais qui ressort quand je pose cette question à tous mes invités. Et d'ailleurs, pas que les sportifs, hein, des entrepreneurs aussi. Ouais. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu tout le temps ça en fait, se lancer, apprendre à côtoyer l'inconfort et être confortable avec ça entre guillemets. Donc c'est intéressant de t'entendre dire la même chose. Mais je pense que c'est ça qui te permet de devenir une meilleure personne. Tu te Ouais, connais mieux, puis tu sais, tu arrives à mieux voir l'impact potentiellement négatif que tu peux avoir sur ton entourage. Et donc, je pense que tu te permets de faire grandir aussi ton entourage en justement donnant le meilleur de toi-même constamment, là. ouais. Apprendre à te connaître toi-même pour faire grandir ceux qui Mm. t'entourent, Eh ben écoute, ce sera sans doute le mot de la fin. On arrive déjà au bout. C'était passionnant de suivre ton parcours, Richard. Merci beaucoup pour tous ces partages. Personnellement, moi, ça m'a vraiment donné envie de me plonger un peu plus sérieusement dans différents projets d'expédition que j'ai pu avoir. Donc, j'espère que ça en inspirera beaucoup d'autres, j'en suis sûr même. Et puis Euh, l'aventure, elle peut être vécue au coin de la rue, hein. ouais, Simplement exactement. aller Ouais. rencontrer un inconnu et parler, parfois aller juste discuter avec un sans-abri, ça te permet d'être dehors de ta zone de confort si tu as pas l'habitude, puis ça te permet d'en apprendre beaucoup plus sur c'est notre milieu social, puis si tu grandis, c'est une petite aventure que tu vis dans ta journée, là. Clairement, la Prendre ton vélo quand micro-aventure. il pleut. Ouais, ouais, non, clairement. Écoute, encore merci Richard pour tous ces partages. Je mettrai en description de l'épisode évidemment ton Mmh. site, ton Instagram. Je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut te suivre. J'ai une page Facebook, qui est aussi Oui, liée à mon Instagram et mon site, donc ouais, je mettrai ça aussi. allez voir, puis ouais, Excellent. super. Et est-ce qu'on a la possibilité de suivre l'expédition au Yukon ou c'est encore Heu, trop tôt? pour le moment, je crois que c'est pas encore, trop médiatisé, mais l'expédition Ok, sur le Cap Trinité, ça oui, du coup, ça sera on on est en train de travailler dessus et puis on attend de voir ok, l'évolution avec la crise sanitaire, actuelle là, donc mais oui, il y aura sûrement des nouvelles, d'ici là, d'ici la fin de l'année, excellent. c'est sûr. Bon, on suivra ça avec attention du coup. Ah bah, super. Ça m'a Écoute, fait plaisir en tout cas d'échanger avec toi. bah, merci beaucoup Richard, c'était encore une fois hyper intéressant. Tout le meilleur pour la suite de tes aventures et puis bah ouais, encore une fois, on va regarder attentivement ce qui se passe du côté du Québec avec toi. Cool, merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso.
Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!